Bonsoir. Je dois dire que je suis très honoré ce soir d'être ici, dans une université prestigieuse. Et je voudrais remercier le collègue Lambert Isebar pour m'avoir invité ici, le doyen Charles Doyen et Anne-Marie Doyen, ouais, le jeu de mots, et le doyen que tout à l'heure a parlé est le président qui m'a donné la parole. Eh bien, donc, je vous prie de m'excuser si ce soir je me vois obligé à assassiner la langue de Ronsard, parce que je ne pouvais pas parler en italien, et donc j'ai essayé de faire de mon mieux. Le 10 novembre 1848, Victor Hugo prononce un discours très passionné à l'Assemblée constituante à Paris pour défendre les bibliothèques, les musées, les archives nationales, les écoles et les universités et le Collège de France. Contre des ministres qui proposent de tailler dans les financements de la culture, le célèbre écrivain montre d'une manière très convaincante que c'est précisément quand une nation subit une crise qu'il est nécessaire de multiplier par 2 les fonds destinés au savoir et à l'éducation des jeunes. Je voudrais vous lire la citation. Mais si je vais ardemment, passionnément, le pain de l'ouvrier, le pain du travailleur, qui est mon frère, à côté du pain de la vie, je vais le pain de la pensée, qui est aussi le pain de la vie. Je vais multiplier le pain de l'esprit comme le pain du corps. Il faudrait multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies. Il faudrait multiplier les maisons d'études pour les enfants, les maisons de lecture pour les hommes, tous les établissements, tous les asiles où l'on médite, où l'on s'instruit, où l'on se recueille, où l'on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur. Moi, je pense que c'est un discours d'une grandissime actualité. C'est un discours qui vaut aussi pour aujourd'hui, malheureusement. En revendiquant le rôle de la culture et de l'enseignement pour rendre l'humanité plus humaine, Hugo fustige une classe politique obtuse et myope qui, en croyant faire des économies, programme la décadence culturelle du pays en tuant toute forme d'excellence. Il s'agit d'un discours d'une brûlante actualité, comme je disais tout à l'heure, qu'il faudrait sculpter dans les parlements du monde entier. Parce qu'en ce moment, dans tout le monde, il y a des terribles coupes au budget de la culture, de l'enseignement et des universités. Mais aujourd'hui, dans quelle direction évolue la culture et l'enseignement? Le doyen se posait cette question tout à l'heure. Dans un contexte politique, économique et social, exclusivement orienté par l'étoile polaire du marché. Je voudrais commencer ma réflexion, chers étudiants, ça me fait plaisir de voir dans cette salle des étudiants, chers collègues, par une critique du système éducatif actuel. Chaque année, j'ouvre ma leçon inaugurale de mon cours avec une question adressée à mes élèves de la première année. J'enseigne à la première année. Pourquoi êtes-vous inscrits à l'université? Dans quel but vous venez ici? Les étudiants, surpris par une question aussi inhabituelle, le premier jour de cours quand même, répondent qu'ils se sont inscrits pour obtenir un diplôme. Eh bien, je crois, au contraire, que le devoir de nous, professeurs, est précisément celui de faire comprendre
à nos étudiants qu'il ne faut pas fréquenter l'université pour obtenir un diplôme. Les écoles et les universités sont des opportunités que la société nous offre pour nous rendre meilleurs. C'est ça le but principal. Les études sont avant tout l'acquisition de connaissances qui, détachées de toute obligation utilitaire, nous font grandir et nous rendent plus libres et plus autonomes. Et les étudiants qui étudieront dans le but principal d'apprendre seront alors ceux qui, et je l'ai vu dans ma carrière, 28 ans d'enseignement, seront ceux qui réussiront les examens d'une manière plus brillante et seront surtout ceux qui pourront devenir, et ça c'est la chose plus importante pour moi, des citoyens capables de cultiver la solidarité humaine et l'amour du bien commun. Je lis toujours à mes élèves une poésie. C'est une poésie où il y a une réécriture intelligente du mythe d'Ulysse. Tout à l'heure, nous allons voir l'exposition où aussi l'Odyssée joue un rôle central. Cette poésie s'appelle Ithaque et c'est la poésie de Constantino Cavafis, un poète grec. Cavafis réécrit d'une façon intelligente le mythe d'Ulysse. Il nous dit « Attention lecteur, la chose plus importante, ce n'est pas arriver à Ithaque. La chose plus importante, c'est le voyage, l'expérience du voyage que nous faisons pour arriver à Ithaque. » Je lis cette poésie pour faire comprendre à mes élèves que le but du voyage, ce n'est pas exactement l'Ithaque du bout de papier qu'on doit prendre, mais c'est l'expérience du voyage qu'il faudrait faire dans l'université. Je voudrais vous lire quand même quelques lignes de cette poésie. Garde toujours Ithaque en ta pensée. Y parvenir est ta destination ultime, mais ne te hâte point dans ton voyage. Ne te hâte point dans ton voyage. La chose que nous disons tous les jours à nos étudiants, parce que c'est l'université qui nous demande de le faire. Il faut faire vite, il faut respecter les 3 ans, il faut faire les démarches, parce que sinon l'université perd de l'argent, parce que les ministères te donnent de l'argent si tu fais prendre la maîtrise dans les 3 ans à tous tes étudiants. Mais ne te hâte point dans ton voyage, mieux vaut qu'il dure des longues années, et que vieillard, enfin, tu abordes dans l'île riche de ce que tu auras gagné sur ton chemin, sans espérer qu'Ithaque t'offre des richesses. Ithaque t'a donné le beau voyage. Sans elle, tu ne te serais pas mis en route. Ithaque n'a plus rien à te donner. Et quoique pauvre, elle ne t'aura point dessus, car, devenu sage, riche de tant d'expérience, tu as certes dû comprendre ce que les Ithaques signifient. Je pense que c'est une poésie qui n'a pas besoin de commentaires. Elle parle toute seule. Je dois vous dire que les étudiants comprennent très bien cette poésie. Mais il faut le dire clairement, les étudiants ne sont pas responsables s'ils s'inscrivent aux écoles et aux universités dans le but d'obtenir un diplôme, un bout de papier. Ils vivent dans une société, dans un contexte social dans lequel chaque action, chaque mot, chaque geste doit répondre à un gain personnel, à une logique utilitaire qui exige toujours un profit matériel. L'idée de pouvoir cultiver une passion au nom du plaisir désintéressé et gratuit ne trouve pas un terrain fertile dans notre société. Tout à l'heure, je faisais référence au mot dans la poésie de n'avoir pas hâte, de faire les choses lentement. Il y a une page très belle, très émouvante de Nietzsche. Nietzsche écrit Aurore, c'est un recueil de réflexions, en 1881.
La deuxième édition, 1886, donc 5 ans plus tard, contient un éloge de la lenteur et de la philologie, parce qu'il explique que j'ai mis 5 ans pour écrire une préface. J'aurais dû l'écrire avec la première édition, je n'ai pas le temps, parce que la préface me demandait du temps. Je lis la citation. « Cet avant-propos arrive tardivement, mais non trop tard. Qu'importe en somme 5 ou 6 ans. Un tel livre a un tel problème, non nulle hâte. Et nous sommes de plus amis du lento. » Il écrit lento en italien, parce que comme vous savez, c'est un mot qui vient de la musique, donc c'est international. Moi aussi, bien que mon livre, ce n'est pas en vain que l'on a été philologue. On l'est peut-être encore. Philologue, cela veut dire maître de la lente lecture. On finit même par écrire lentement. Car la philologie est cet art vénérable qui, de ses admirateurs, exige avant tout une chose, se tenir à l'écart, prendre du temps, devenir silencieux, devenir lent, un art d'orfèvrerie, un savoir d'orfèvre appliqué aux mots. Un savoir d'orfèvre appliqué aux mots. Je trouve cette définition magnifique. Un art qui demande un travail subtil et précautionné et qui ne réalise rien s'il ne s'applique avec lenteur. Aujourd'hui, dire des choses comme ça signifie blasphémer. Blasphémer dans les universités, dans les écoles, parce que le rythme qu'on te demande, c'est le rythme de produire. De produire. C'est ça le problème, c'est la quantité. Eh bien, l'idée de pouvoir cultiver, comme je disais tout à l'heure, une passion au nom d'un plaisir désintéressé et gratuit ne trouve pas un terrain fertile dans notre société. Je lis toujours à mes étudiants une citation très belle encore, parce que c'est pas, ce soir on n'est pas là pour écouter les mots de Nuccio Ordine, ça n'a aucun intérêt, je peux vous garantir. Si je suis là, c'est pour vous apporter quand même une page, une pensée des plus grands écrivains de l'histoire de l'humanité, qu'ils ont des choses à dire 1000 fois mieux que les miennes. Il y a un roman que je pense que les nouvelles générations ont peu lu, mais les gens de mon âge, c'était un roman culte. C'est 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. À un moment donné, vous vous rappelez, le protagoniste de 100 ans de solitude, c'est le colonel Aureliano Buendía. Et qu'est-ce qu'il fait le colonel? Après avoir fait une centaine de révolutions, à un moment donné, il comprend les délusions, il voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas très bien, et il rentre avec une grande délusion dans son petit village, à Macondo. Et qu'est-ce qu'il fait à Macondo? Il s'enferme dans un petit laboratoire, et il commence à produire des petits poissons d'or. Qu'est-ce qu'il fait? Il produit des poissons d'or, il vend les poissons d'or, il prend des monnaies d'or, il va fondre les monnaies d'or pour construire encore plus des poissons d'or. Sa mère, très préoccupée, se pose la question, mais mon fils, pourquoi fait ça? Qu'est-ce qu'il va gagner? Alors, regardez le commentaire de Gabriel García Márquez. Avec son impitoyable sens pratique, elle ne pouvait pas comprendre, Ursula, sa mère, le commerce du colonel, lequel échangeait ses petits poissons contre des pièces d'or, puis transformait les pièces d'or en petits poissons, et ainsi de suite, si bien qu'il devait travailler davantage chaque fois qu'il vendait plus, afin de satisfaire à ce cercle vicieux particulièrement exaspérant. En vérité, ce n'était pas le commerce qui l'intéressait, mais le travail. Pas le commerce, mais le travail. On peut faire des choses avec le plaisir de faire des choses, indépendamment d'un profit matériel. Eh bien, personne n'est plus surpris quand, face à l'une de nos petites actions quotidiennes, quelqu'un nous demande « À quoi sert-il »
À quoi sert-il lire un poème? À quoi sert-il étudier latin et grec ou hébreu, pour rester dans le sujet? À quoi sert-il visiter le musée de Louvain? Dans le monde de l'utilitarisme, malheureusement, un marteau vaut davantage qu'une symphonie, un couteau davantage qu'un poème, une clé anglaise davantage qu'un tableau, car il est facile de comprendre l'efficacité d'un outil. Nous le savons dans notre vie quotidienne, mais il est plus difficile de comprendre à quoi peuvent servir la musique, la littérature et l'art. Les universités ne peuvent pas être transformées, comme elles le sont en ce moment, en entreprises. Et les étudiants ne peuvent pas être transformés en clients qui viennent dans cette entreprise. C'est curieux, et je dois le dire, les deux premiers mots que les étudiants apprennent quand ils arrivent à l'université, c'est crédit et débit. Crédit et débit. Est-ce que c'est possible? Le langage, comme vous savez, le doyen, professeur de linguistique, il le sait bien, n'est jamais neutre. Il s'agit des mots improntés au monde de l'économie. Mais pensons aussi pour un moment à la tragique situation de l'Europe. Nous la voyons tous les jours dans les journaux et à la télé. Crédit et débit sont devenus les uniques paramètres, malheureusement, pour dessiner l'identité de notre Europe. Pour les banquiers et les financiers, seulement les nations qui payent la dette font partie de l'Europe. Pour eux, c'est possible de penser l'Europe sans la Grèce. C'est possible de penser l'Europe sans l'Italie, sans l'Espagne, sans la France. Les grands pays qui ont fait cette Europe. Pas de scandale, pas d'étonnement. La culture ne compte pour rien. Comptent les budgets et le paiement des dettes. Il s'agit d'une logique perverse qui a également pollué le monde de l'éducation et de la recherche. Je pense notamment au culte des chiffres et des mesures qui domine en Europe et dans le monde entier. Le soin apporté à l'évaluation, qui en soi doit être considéré comme nécessaire et légitime, je ne suis pas contre l'évaluation, s'est transformé malheureusement aujourd'hui en une obsession bureaucratique pour les nombres, qui vise exclusivement à la quantité. La logique computationnelle semble être devenue le moteur naturel d'une conception entrepreneuriale de l'éducation entièrement polarisée sur les prétendues exigences du marché. L'entreprise université vend les diplômes, tandis que les étudiants clients, je dois dire, ce mot est employé d'une façon officielle. J'ai lu des documents où on appelle les étudiants clients. Pour moi, c'est un crime appeler un étudiant client, mais ça arrive de plus en plus. Les étudiants clients les achètent dans l'unique but d'obtenir un laissez-passer pour rentrer dans le monde du travail. Et puisque ce sont de tels critères qui s'imposent dans l'évaluation, le prestige des universités finit par être mesuré chaque année par une série de classements internationaux où la valeur commerciale d'établissements d'enseignement supérieur monte et descend, exactement à la manière des actions et des marchandises dans toutes les bourses du monde. C'est le même principe, le même critère. Cette dérive mercantile est pourtant en train de compromettre aussi l'avenir de la recherche scientifique. Le 19 juillet 2018, ça fait 2 mois, 3 mois, à la une du Monde, il y avait un titre très préoccupant. Le titre était « Fausse science, il faut une prise de conscience mondiale ». Le Monde dénonçait l'explosion de nombre de pseudo-revues scientifiques qui, créées uniquement pour gonfler les CV des chercheurs, répondent aux critères imposés par les diverses agences d'évaluation, c'est-à-dire rapidité, quantité, impact.
les données sur cette question sont claires. Alors que 1894 articles doutés étaient comptabilisés en 2004, leur nombre s'est élevé à 59 433 en 2015. 1894, 59 433. Moins de 10 ans. Et ce n'est là que l'un des aspects d'un phénomène beaucoup plus catastrophique et insidieux, qui est en train de miner les fondements même de la recherche et de l'enseignement dans les écoles et dans les universités. Les projets de loi et les réformes se règlent en effet toujours davantage sur le marché et sur des systèmes d'évaluation qui mesurent les résultats et l'efficacité. Le danger est désormais partout bien visible. Une grande partie des professeurs, nous le savons bien, et des chercheurs est encouragée à gagner des places dans les classements. L'évaluation ne se contente donc plus de mesurer, puisqu'elle oriente la recherche et l'enseignement en leur indiquant la direction à suivre dans le futur. Or, c'est maintenant la priorité donnée au business qui est à la base de tout choix, de tous les choix. Il s'agit d'obtenir des financements, il s'agit d'occuper la tête des classements, il s'agit de recevoir des attestations d'excellence, des écoles élémentaires. Au grand laboratoire, le profit et le marché sont désormais les mots-clés, si on veut comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et tout cela se passe. Et pour moi, ça, c'est encore un autre scandale que malheureusement n'est pas très bien connu. Tout cela se passe parce que les paramètres internationaux de l'éducation sont de plus en plus conditionnés par les directives d'agences transnationales. C'est aux experts de la Banque mondiale, l'Organisation de la coopération et du développement économique, l'Organisation mondiale du commerce, qui revient la tâche d'indiquer les critères pertinents par l'évaluation de l'apprentissage dans les écoles et dans les États membres. C'est-à-dire Banque mondiale, Organisation de la coopération et du développement économique, Organisation mondiale du commerce, mais où sont les professeurs? Où il y a des gens qui travaillent dans les universités avec les élèves. Ce sont des institutions qui n'ont rien à voir avec nous, qui nous dictent les lignes qu'il faut suivre. Ce système de règles ambitieux est évidemment destiné à créer un modèle homogène qui soit en mesure de fournir, grâce à des relevés périodiques, que je pense qu'ils sont dans tous les pays et en Belgique aussi, une radiographie objective et uniforme des divers systèmes éducatifs. La valeur de l'éducation n'est plus évaluée à partir des connaissances à transmettre à nos étudiants, mais mesurée à partir des compétences que les élèves devront acquérir en vue de leur future insertion dans le monde du travail. En d'autres termes, l'objectif n'est plus de former des citoyens cultivés, capables d'avoir une compréhension critique d'eux-mêmes et du monde qui les entoure, mais de fabriquer des professionnels prêts à s'adapter aux exigences de la production globale. Les résultats de ces tendances, fruits de cette pédagogie que j'appelle marchande, commencent à être connus. En Italie, par exemple, le dernier test de l'Institut d'évaluation, c'est une chose qui est arrivée le mois de mai 2018, contenait les questions suivantes. C'est un texte destiné à des enfants de l'école primaire. Première question. J'aurai toujours assez d'argent pour vivre. Je réussirai à acheter les choses que je veux. Demandez à des enfants entre 7 et 10 ans s'ils auront assez d'argent pour vivre. Et s'ils réussiront à acheter les choses qu'ils veulent, constitue un crime qui semble pour autant ne susciter aucune indignation.
le but de l'éducation, en parfait accord avec la religion du profit, doit être de façonner des futurs consommateurs, uniquement intéressés aux exigences de la production mondiale, et de garantir aussi l'accès à une profession qui puisse offrir un bon revenu. La même logique ménagériale est en train d'envahir le domaine des biens culturels. La Belgique, la Grèce, l'Italie, la France, l'Espagne sont des pays uniques au monde, sont des immenses musées à ciel ouvert. Il suffit de parcourir à pied Bruges, Louvain, Anvers, ou bien Rome, Athènes, Paris, Tolède, pour jouir de l'extraordinaire beauté des œuvres d'art, des temples, des monuments, des églises. En Italie, quelques ministres ont voulu rebaptiser notre patrimoine artistique en parlant de gisement culturel. Et récemment, tout récemment, ils ont allé jusqu'au bout en utilisant le mot pétrole, c'est-à-dire, pour ces ministres, le Parthénon, le Colisée, le Louvre, les musées royaux des beaux-arts de Belgique sont le pétrole d'un pays, puisqu'ils constituent une source potentielle de profit. Alors, on a complètement perdu le sens du mot patrimoine. Vous savez que le mot patrimoine dérive du latin patrimonium. Et patrimonium, ce n'est pas seulement, comme on pense aujourd'hui, les biens matériels d'une famille. Le patrimonium est l'hérédité spirituelle et culturelle que les pères nous ont léguée. Et donc, ça ne sert... Le Colisée, le Parthénon, ce n'est pas seulement l'argent qu'ils peuvent te faire gagner, mais c'est aussi la façon de reconstruire à travers cette histoire une identité d'un peuple, une idée qu'on a des racines communes. Eh bien, nul ne souhaite évidemment sous-estimer l'importance de l'aspect économique, parce que si le Louvre gagne de l'argent, ça fait du bien. Mais est-il légitime d'évaluer des monuments et des œuvres d'art uniquement en tant que source du profit, et non pas par leur valeur culturelle? Comment osait-on offenser ainsi des siècles de culture et d'histoire en comparant notre patrimoine artistique et monumental à un produit comme le pétrole, qui n'a rien à voir, parce que le pétrole, on le sait, pue et pollue. Donc ça n'a rien à voir. Sur la base de cette logique, c'est facile de comprendre ce que dans notre société est considéré inutile. Il suffit de lire avec attention les budgets des gouvernements pour voir où la hache des coupes tombe. On coupe les fonds destinés aux écoles, aux universités, à la recherche scientifique de base. Les collègues qui sont ici le savent. Il faut se battre tous les jours pour essayer de garder le petit budget que chaque année on voit réduit. Eh bien, les bibliothèques, les archives, les conservatoires de musique, les fouilles archéologiques, c'est la même musique. Défendre aujourd'hui ce qui est considéré à tort comme inutile, parce qu'il s'agit de savoirs qui ne produisent pas un profit économique immédiat, est devenu une nécessité. Nous sommes ici ce soir pour fêter le 5e centenaire de l'inauguration du Collegium Trilingue. Cette prestigieuse institution, fondée par Erasme grâce au mécénat de l'humaniste Jérôme de Bousleiden, a eu parmi ses professeurs au cours des siècles les meilleurs maîtres de latin, de grec et d'hébreu. Dans le contexte brutal que je viens de décrire, les langues anciennes sont en danger de plus en plus. La logique impresariale ne peut pas s'appliquer à l'enseignement. Quelle est la question? Pourquoi enseigner les langues classiques dans un monde où on ne les parle plus et où, surtout, elles n'aident à rien à trouver un emploi? Alors, il y a une phrase très belle dans les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. À un moment donné, Adrien dit presque tout ce que les hommes ont dit de mieux a été dit en grec. C'est une phrase très émouvante.
parce que c'est un résumé véritable, parce que si nous allons faire un compte des mots que nous employons, des choses que nous faisons, de la pensée, il n'y a rien que nous disons aujourd'hui que Platon, Aristote et les autres n'ont pas discuté. Ils étaient à l'ordre du jour. Eh bien, quel est le danger que nous sommes en train de courir? Dans une université entreprise, quand il y aura un professeur de sanskrit avec 2 élèves, le conseil d'administration de l'université pourra dire l'université ne peut pas se permettre le luxe de payer un professeur de sanskrit pour 2 élèves. Donc, il faut couper l'enseignement. Demain, ça sera pour 10 élèves à grec et après-demain pour 15 élèves au latin. Alors, essayons d'imaginer cette perspective. Quand les derniers connaisseurs de grec, de latin, de sanskrit, des langues anciennes en général, à un moment donné, abandonneront cette terre. Étant donné que cette discipline ne seront plus enseignées, devant une découverte archéologique, personne dans le monde sera capable de lire une inscription, de comprendre de quoi il s'agit si on découvre un document. Alors, qu'est-ce que c'est cette vision du monde? C'est une vision du monde qui nous amènera à perdre complètement la mémoire. Tout à l'heure, nous allons voir une très belle photo d'un monument grec où il y a Mnémosyne, la mère. Mnémosyne, la mémoire est très importante parce qu'elle est la mère de tous les savoirs et tous les arts. Parce que c'est la mémoire qui est importante. Couper la mémoire, gommer la mémoire signifie couper les liens avec le passé. Et comment peut-on comprendre le présent et prévoir le futur sans connaître le passé? Alors, il faudrait réfléchir sur ces choses-là. Mais la chose plus importante, c'est que tout cela entraînera des conséquences désastreuses pour le devenir de la démocratie et de la liberté. Il y a des pages très belles en Italie écrites par des philologues pour montrer cette liaison très forte entre philologie et liberté. Parce que connaître, savoir, reconstruire l'histoire d'un texte, c'est être libre. Et ça, c'est une chose très importante. Ce coup d'éponge finiront par effacer les contenus de notre mémoire jusqu'à une complète amnésie. Il faudrait relire la très belle page de Antonio Gramsci, dédiée en 1932 à l'importance d'étudier le grec et le latin. C'est la meilleure réponse à ceux qui aujourd'hui disent que c'est étudier le grec et le latin, ça ne sert à rien. Gramsci dit, excusez-moi, voilà. Dans la vieille école, il a écrit cette page-là, comme vous savez bien, en prison, parce qu'il était emprisonné par Mussolini où il est mort. Il n'est jamais sorti vivant de la prison. Donc, c'est un homme qui a donné sa vie pour les choses dans lesquelles il croyait. Dans la vieille école, l'étude grammaticale de la langue latine et de la langue grecque, unie à l'étude de leur littérature et de leur histoire politique respective, était un principe éducatif dans la mesure où l'idéal humaniste qui s'incarne dans Athènes et dans Rome était répandu dans toute la société, était un élément essentiel de la vie et de la culture nationale. Les notions particulières n'étaient pas apprises dans un but pratico-professionnel immédiat. Les buts apparaissaient désintéressés parce que l'intérêt résidait dans le développement intérieur de la personnalité. On n'apprenait pas le latin et le grec pour les parler, ou pour devenir domestique, ou pour devenir correspondant commercial. On les apprenait pour connaître directement la civilisation de 2 peuples qui constituent le présupposé nécessaire de la civilisation moderne. On les apprenait, autrement dit, pour être soi-même et pour se connaître soi-même consciemment. Je pense que ces mots de Gramsci sont très émouvants et peuvent expliquer d'une façon claire la situation. Au cours des siècles, beaucoup de philosophes, d'écrivains, d'artistes
ont insisté sur l'importance des savoirs inutiles pour rendre l'humanité plus humaine. Chaque année, je relis avec une grande émotion la lettre que Albert Camus a adressée à son maître, Louis Germain, en novembre 1957, quelques semaines après avoir appris qu'on lui avait décerné le prix Nobel de littérature. Je vais vous lire la lettre. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand je n'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue aux petits enfants pauvres que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Moi, je pense qu'une lettre comme ça, c'est la plus belle récompense qu'un professeur puisse recevoir. Eh bien, aujourd'hui, l'école et les universités sont-elles capables de changer la vie d'un étudiant? Grâce à un maître généreux et passionné, un jeune étudiant d'une famille très pauvre comme celle de Camus a pu rencontrer une main savante et affectueuse, capable de l'aider et de le guider dans les moments les plus difficiles des premières années d'école. Aujourd'hui, les écoles et les universités sont capables d'offrir aux jeunes pauvres l'opportunité de faire le saut culturel et social qui peut rendre notre société plus juste et plus égalitaire. Pour faire comprendre à mes étudiants l'importance de la culture, je lis toujours chaque année une petite histoire racontée par l'écrivain américain David Foster Wallace aux élèves de Kenyon College aux États-Unis. Je cite, « C'est l'histoire de deux jeunes poissons qui nagent et croisent le chemin d'un poisson plus âgé qui leur fait signe de la tête et leur dit « Salut les garçons, l'eau est bonne !» Les deux jeunes poissons nagent encore un moment, puis l'un regarde l'autre et fait « Tu sais ce que c'est, toi, l'eau ?» L'auteur lui-même nous donne l'explication de son récit. Je cite, « La morale immédiate de cette histoire, c'est tout simplement que les réalités les plus évidentes, les plus omniprésentes et les plus importantes sont souvent les plus difficiles à voir et à exprimer. » À l'instar de deux jeunes poissons, nous-mêmes ne nous rendons pas compte de ce qu'est véritablement l'eau dans laquelle nous vivons chaque minute de notre existence. Nous n'avons pas conscience, en effet, que la littérature et les savoirs humanistes, la culture et l'instruction constituent le liquide amniotique idéal dans lequel se peut développer avec vigueur l'idée de démocratie, de liberté, de justice, de laïcité, d'égalité, de droit à la critique, de tolérance, de solidarité, de bien commun. Investir de l'argent dans l'enseignement et dans la culture, c'est former les jeunes au respect de la justice, à la solidarité humaine, à la démocratie, avec l'objectif de stimuler aussi la croissance économique et sociale du pays. La corruption et l'évasion fiscale sont les mots dans tous les pays du monde aujourd'hui. Se combattent surtout avec une bonne école et une bonne université. La même logique utilitaire
est une menace aussi pour la recherche scientifique de base, c'est-à-dire la recherche libre de l'influence du marché. Il suffit de réfléchir sur le dialogue entre le sénateur du Parti démocrate de Rhode Island, John Pastore, et le physicien Robert Wilson de la Cornell University, pour retrouver dans un contexte différent les mêmes conflits que je viens d'expliquer. Les conflits entre les responsables des budgets d'État et ceux qui défendent les disciplines humanistes. En avril 1969, le scientifique explique l'importance de son laboratoire aux membres du comité de l'énergie atomique du Congrès des États-Unis. Et au beau milieu de son exposition, le physicien se voit interrompu par le sénateur qui lui pose deux questions très bizarres. La première, le projet est-il utile pour défendre notre patrie? Deuxième, le projet est-il utile pour nous faire gagner la compétition scientifique avec les Russes? Surpris par ces étranges questions, le professeur Wilson répond que son projet n'était pas utile pour défendre la patrie, mais certainement qu'il contribuait à rendre la patrie digne d'être défendue. Je vous lis la citation. Il faut considérer ce projet comme nous considérons la bonne peinture, la bonne sculpture, la bonne poésie, c'est-à-dire tout ce que nous admirons vraiment, tout ce pourquoi nous sommes patriotes dans ce pays. En ce sens, les connaissances nouvelles que mon projet apporte ont tout à voir avec notre honneur et avec notre nation, mais elles n'ont rien à voir directement avec la défense de notre pays, si ce n'est qu'elles contribuent à le rendre digne d'être défendu. Moi, je trouve cette réponse géniale, parce que c'est une façon de mettre en crise cette idéologie très répandue. Mais malgré cette analyse pessimiste, je suis convaincu que le savoir constitue en lui-même un obstacle au fantasme de toute puissance qui sous-tend l'utilitarisme et l'accumulation de l'argent. Une forme de résistance à la dictature du profit. Et je le crois pour trois raisons. La première, avec l'argent, presque tout peut être acheté. Nous le savons bien. Des parlementaires aux juges, du pouvoir au succès, chaque chose a son prix. Mais pas la connaissance. Le prix à payer pour elle est d'une toute autre nature. Même un chèque en blanc ne saurait permettre d'acquérir mécaniquement ce que ne peut être que le fruit d'un effort personnel et d'une passion durable. Autrement dit, personne ne pourra effectuer à notre place le difficile parcours de l'apprentissage. Socrate l'avait déjà expliqué à Agathon dans le banquet, quand il contestait l'idée que la connaissance puisse être transmise d'un être humain à un autre, comme de l'eau passe d'un récipient plein à un récipient vide, le long d'un fil de laine. Je vous lis ce passage très beau du banquet. Ce serait une aubaine, Agathon, si le savoir était de nature à couler du plus plein vers le plus vide, pour peu que nous nous touchions les uns les autres, comme c'est le cas de l'eau qui, par l'intermédiaire d'un brin de laine, coule de la coupe la plus pleine vers la plus vide. La deuxième raison, le savoir peut défier les lois du marché d'une autre manière encore. Je puis partager mes connaissances avec mes élèves sans pour autant m'appauvrir. Je puis enseigner à un élève la théorie de la relativité ou lire avec lui Erasme en entrant alors dans un miraculeux cercle vertueux où s'enrichissent en même temps celui qui donne et celui qui reçoit. Vous savez que la loi du marché se fonde sur une perte et un gain. Si j'achète une montre, je perds mon argent,
et je gagne la montre. Le marchand perd la montre et il gagne mon argent. Et alors, chaque jour, il y a un miracle dans chaque classe dans le monde entier que je peux, comme je disais tout à l'heure, partager mon savoir avec mes élèves sans le perdre. La troisième raison nous est offerte par le grand écrivain George Bernard Shaw, prix Nobel. Essayons d'imaginer que deux élèves de l'université de Louvain sortent de la maison, chacun avec une pomme. Ils se retrouvent ici, le soir, ils échangent les pommes. Le soir, après, ils vont rentrer à la maison, chacun avec une pomme. Essayons de changer de perspective. Deux élèves de l'université de Louvain sortent de la maison, chacun avec une idée. Ils se retrouvent dans cette salle, ils échangent les idées. Le soir, vont rentrer à la maison, chacun avec deux idées. La culture n'appauvrit personne. La culture, comme dans un cercle vertueux, enrichit tous les protagonistes. Eh bien, je voudrais ici proposer une petite digression, parce que je pense que c'est nécessaire. Je voudrais relire avec vous une très belle page du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Moi, je m'énerve quand j'entends que c'est un livre pour les enfants. Non, c'est un livre pour les adultes, parce que c'est nous qui sommes corrompus. Eh bien, c'est un texte que je lis souvent à mes élèves pour faire comprendre, pour les faire réfléchir sur la banalisation des relations humaines que nous voyons tous les jours aujourd'hui, provoquées surtout par Internet et par les réseaux sociaux. On pense, par exemple, quand je demande à mes élèves combien de vous sont inscrits dans Facebook, j'ai 400 élèves à peu près, tout le monde lève la main. Et je dis, mais pourquoi vous êtes dans ce réseau de Facebook? On me dit, professeur, c'est simple, parce que nous pouvons faire beaucoup d'amis. Se lève la main au fond de la salle, professeur, j'en ai 1500. Eh bien, alors, les jeunes pensent, et ce n'est pas leur faute, que l'amitié est un clic sur Facebook. L'amitié, c'est une autre chose. Et quand je dis qu'à la fin d'une vie, si quelqu'un peut dire dans un bilan, j'ai eu 3 amis, il est un homme riche, très riche, pas 1500, 3. Eh bien, comme vous savez, le Petit Prince débarque en plein milieu du désert du Sahara. À un moment donné, il a envie de parler avec quelqu'un et il commence à pleurer. Il est triste. Assis dans l'herbe, à un moment donné, apparaît le fameux renard du désert. Je vais vous lire la première citation. « Viens jouer avec moi », lui proposa le Petit Prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le Petit Prince. » Mais après réflexion, il ajouta, « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. » « Bien sûr, et créer des liens, dit le Petit Prince. « Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. » Une petite page simple, comme les choses fortes de la littérature, qui peut nous apprendre que pour avoir un ami, il faut dédier du temps. Il faut apprivoiser. Il y a toute l'histoire de chaque jour que le Petit Prince arrive et il se met toujours plus proche du renard. La première fois à 4 mètres, la deuxième à 3 mètres, après à 2 mètres, après il se touche.
Eh bien, apprivoiser, créer des liens implique la nécessité, comme je disais tout à l'heure, de dédier du temps aux choses que nous aimons. Je cite, « On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, approvise-moi. » Eh bien, c'est touchant. Parce qu'aujourd'hui, le problème de notre société, c'est qu'on n'a plus de temps. On ne peut pas consacrer du temps aux relations sociales. Et donc, le Petit Prince nous apprend ce que peut signifier voir avec le cœur. Parce qu'il dit au Petit Prince, je vais te confier un secret, je vais t'apprendre comment il faut voir avec le cœur. Et donc, si l'on veut saisir l'essentiel, qui est invisible pour les yeux, il nous faut prendre soin des personnes que nous aimons. C'est ça le message plus fort. Le renard nous enseigne que c'est nous qui sommes responsables des liens que nous avons créés et que nous ne pouvons que devenir meilleurs qu'en vivant pour quelqu'un ou pour quelque chose. Eh bien, quand je lis cette page-là, les étudiants comprennent tout de suite cette nouvelle forme de solitude dans laquelle ils se retrouvent avec les réseaux sociaux. Parce que l'impression d'être tout le temps connecté, tout le temps avec quelqu'un, mais enfin, je suis enfermé dans ma chambre. Je n'ai pas une relation humaine véritable, j'ai une relation virtuelle. Même pas un mois, j'étais dans un petit restaurant à côté de l'université. J'avais une réunion, donc je mangeais une salade à grande vitesse. J'avais devant moi 2 élèves, un couple jeune. Eh bien, je les regardais une demi-heure, 40 minutes. Pas un mot. Chacun sur son portable. Ils envoyaient des messages à des gens qui étaient à des kilomètres probablement à l'extérieur, sans parler, sans échanger des mots. Et donc le virtuel qui peut devenir la menace, qui peut substituer le réel. Mais les choses que je viens de dire n'appartiennent pas seulement aux humanistes. Sont choses qui soutiennent aussi des économistes, par exemple. Un grand économiste comme Amartya Sen, prix Nobel de l'économie, est convaincu de l'importance vitale de la culture et de l'instruction. Il a écrit un livre très beau où il explique l'histoire d'un petit État de l'Inde, le Kerala, était l'État le plus pauvre de l'Inde, le plus pauvre de l'Inde. Il y a eu des gouvernements qui ont fait des investissements très forts d'argent dans l'instruction, donc l'éducation, et dans la santé, les hôpitaux. Aujourd'hui, le Kerala est l'État le plus riche de l'Inde, où la relation du reddito pro capite est le plus haut de l'Inde. Donc ça signifie que, au fond, investir dans les 2 choses qui font la dignité de l'homme, le droit à la santé et le droit à la connaissance, peut provoquer un puissant développement économique d'un pays aussi. Et donc il faut le faire, mais ce n'est pas comme aujourd'hui on prétend, un développement de 3 jours, d'un an, de 2 ans. Non, c'est une chose de longue durée, parce que l'éducation peut transformer les élèves à travers un cycle très long. Eh bien, les savoirs injustement considérés inutiles et la recherche scientifique de base, libre de toute obligation commerciale, nous rappellent aussi que les hommes peuvent se réaliser quand ils parviennent à vivre pour les autres. Sénèque, dans une merveilleuse lettre adressée à Lucilius, nous rappelle « Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere » « Vis pour autrui, si tu veux vivre pour toi. » Et le bonheur de vivre pour les autres a été évoqué à plusieurs reprises dans différentes classiques à chaque époque.
Je pense à un roman très émouvant, Le Wilhelmeister de Goethe, où dans son parcours de formation, le protagoniste a compris l'importance de l'inutile pour être heureux et pour se rendre utile, lui, à la société. Ou bien, je pense à un autre personnage, Pierre Bezukhov, protagoniste de La guerre et la paix de Tolstoï, à ses profondes réflexions sur le bonheur généré par l'engagement envers l'humanité. Une image d'humanité que nous avons vue à travers les classiques, diamétralement opposée à l'égoïsme et à la violence qui dominent les campagnes électorales en Europe et aux États-Unis en ce moment. Accommodant le même slogan à diverses sauces, America First, la France d'abord, Prima gli Italiani, Britain First, certains groupes de politiciens, animés par un cynisme impitoyable, ont fondé des partis qui visent efficacement un seul objectif, jouer sur l'indignation et les souffrances des classes les moins aisées pour fomenter une guerre entre certains pauvres, ceux qui ont payé cher ces années de crise, et d'autres pauvres, les migrants, qui cherchent désespérément un avenir dans les pays plus riches. Les chiffres fournis par l'ONG britannique Oxfam à l'occasion du dernier World Economic Forum de Davos sont impressionnants. L'1% de la population capte le 82% de l'augmentation de la richesse. L'1% détient le 82%. Or, cet accroissement effarant des inégalités ne justifie pas la stratégie de la rigueur qui est en train d'appauvrir la classe moyenne et de réduire à l'indigence les familles les plus fragiles. Aussi est-il immoral que les dirigeants politiques européens, dont certains ont encouragé la transformation de leur propre pays en d'attractifs paradis fiscaux, nous le savons bien, exigent le paiement de la dette par des pauvres retraités grecs, italiens, espagnols ou de la Belgique et laissent en même temps les grandes multinationales, Amazon, Google, Apple, libres de s'enrichir sans avoir à payer d'impôts dans les États où elles encaissent des milliards d'euros. De même qu'il est immoral de décréter des réformes qui, au nom de la modernité et de la mobilité du travail, sont en train de supprimer progressivement la dignité des travailleurs, ainsi que tout, je cite une phrase très belle d'Hannah Arendt, tout droit d'avoir des droits. Et pour autant, George Steiner, lui-même, si ardent défenseur des classiques et des valeurs humanistes, nous a rappelé qu'une haute culture et une morale éclairée ne prémunissent en rien contre la barbarie totalitaire. Combien de penseurs et d'artistes avons-nous vu résister face aux horreurs, ou pire encore, devenir moralement complices des dictateurs et des régimes qui les perpétraient? C'est vrai. Les nazis, ils écoutaient de la musique classique, ils avaient des livres à la maison, ils regardaient des tableaux, et en même temps, ils massacraient des millions de juifs et des enfants innocents. C'est vrai. Mais je pense que la culture, comme l'amour, n'a pas la capacité automatique de transformer les gens. La culture ne peut pas offrir garantie d'une surmétamorphose. La culture est comme une étincelle qui peut enflammer ceux qui sont aussi prêts à se faire enflammer. Et pour autant, la seule chance d'atteindre et de protéger notre dignité humaine nous est offerte par la culture et par l'éducation. Voilà pourquoi je pense, je vais conclure, que de toute façon, il vaut mieux continuer à se battre en résistant et en essayant de comprendre que le classique,
l'enseignement et l'art de cultiver le gratuit et l'inutile peuvent quand même nous aider à résister, à conserver une lueur d'espoir, à entrevoir un rayon de lumière qui nous permette de rester sur la voie de la dignité. Je voudrais conclure cette conversation avec une citation que je lis souvent à mes élèves. Le grand poète anglais John Donne est dans son lit. Il était gravement malade. On est en 1624. Eh bien, il a vu la mort avec les yeux. Il est convalescent et dans son lit, il écoute tinter les cloches et pense aussitôt qu'un voisin vient de mourir. Il y a cette tradition en Italie, je pense que c'est aussi en Belgique, dans les petits villages, quand quelqu'un est mort, l'église sonne les glaces. Eh bien, les cloches. Mais ce décès n'est pas seulement vécu comme le rappel de l'imminence de la mort. Ce décès de l'autre fournit aussi une précieuse occasion pour prendre conscience que les êtres humains, nous, sommes liés les uns aux autres et que la vie de chaque homme fait partie de celle de chacun d'entre nous. Je voudrais vous lire cette citation. « Nul homme n'est une île complète en elle-même. Chaque homme est un morceau du continent, une part de l'océan. Si un bout de terre est emporté par la mer, l'Europe en est amoindrie. La mort de chaque homme me diminue, car je suis impliqué dans l'humanité. N'envoie donc jamais demander pour qui la cloche sonne. Elle sonne pour toi. » Eh bien, il s'agit d'une page très émouvante dans laquelle vous avez reconnu les mots qui ont inspiré le titre du fameux livre de Hemingway, « Pour qui sonne les glas ». Eh bien, les êtres humains ne sont pas des îles séparées. Erasme, dans une lettre très belle à Zwingli, écrivait « Ego mundi civis esse cupio » pour nous inviter à être citoyens du monde, parce que nous vivons dans une seule patrie, qui est la patrie de l'humanité. Chaque être humain est uni à l'humanité, comme chaque bout de terre fait partie du continent. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, plus que jamais, ces réflexions peuvent nous aider à donner un sens à notre vie, à comprendre que notre bonheur peut et doit coïncider avec ce que nous faisons nous-mêmes au service de l'humanité. Parce que, comme Albert Einstein l'a rappelé, et me fait plaisir de conclure avec un homme de science pour faire voir qu'il n'y a pas une séparation entre les scientifiques et les humanistes. Nous sommes tous humanistes, nous sommes tous scientifiques parce que nous sommes pour le savoir. Eh bien, Albert Einstein l'a rappelé sur les pages du New York Times, je cite, « Seule une vie vécue pour les autres est une vie digne d'être vécue. » Merci beaucoup.